qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en peine. Le café, les sirènes m'endorment. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prune. Bonjour aux personnes qui sont avec moi à animer. Bonjour Clara. Salut. Et bonjour Tim. Salut. Et moi c'est Gaël. Et du coup on va encore faire une émission contre toutes les prisons parce que c'est l'objectif de cette émission. Carrément. Et l'objectif aussi, c'est que les personnes qui subissent la prison, en tant que proches ou que prisonniers, puissent se servir de cette antenne pour témoigner ou faire des appels à soutien. Ouais, vraiment, si vous avez des choses à dire, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler au 07 82 98 43 59. Vous pouvez nous contacter par courrier aussi. C'est possible de nous écrire à B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Carrément. Et donc aujourd'hui, on voulait revenir sur Christophe Molon, sa situation en fait, dont on a parlé la semaine dernière pour appeler les gens à appeler la tôle dans laquelle il se trouve pour lui témoigner du soutien, et surtout montrer à la paix qu'il était soutenu. Et donc aujourd'hui, on va revenir un peu plus en profondeur sur ce qui lui arrive. Et pour commencer, on va vous lire le communiqué qui est sorti le 16 janvier 2025. Oui, donc pour rappel, il est enfermé à la Talaudière, c'est à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Donc Christophe Molon est détenu à la Talaudière depuis plusieurs semaines. Il subit des brimades, pressions, violences de la part de l'administration pénitentiaire. Il demande du soutien pour que ce harcèlement s'arrête et que les choses ne prennent pas une tournure dramatique. Christophe est détenu dans une cellule où la cabine téléphonique ne marche pas. Il doit demander au surveillant pour pouvoir utiliser la cabine qui se trouve dans le couloir. Dans le courant du mois de décembre, alors qu'il avait demandé à un surveillant de pouvoir créditer son compte téléphonique et qu'il avait le combiné de la cabine en main, le surveillant l'a poussé violemment en lui enlevant le combiné des mains et en lui disant qu'il ne le laisserait pas téléphoner. Cela s'est passé devant un autre détenu qui était témoin et devant des caméras. Christophe a donc demandé à ce que les vidéosurveillance soient conservées et visionnées pour établir la vérité des faits. Plus tard, la chef de bâtiment lui a dit qu'il n'y avait pas de témoin et on ne voyait rien sur les vidéos. Il a donné le nom du détenu témoin pour qu'il soit entendu, ce qui n'a pas été fait. On lui a dit que la directrice passerait le voir à une date donnée. Il a attendu toute une journée, puis le lendemain. Le 31 décembre, alors qu'il demandait des explications, le chef de bâtiment est entré dans sa cellule et l'a poussé jusqu'au fond de la cellule, avec des coups de poing dans le thorax, alors qu'il est malade du cœur. Ils disent que l'agression qu'il a subie en décembre est fausse et que les vidéos ont été effacées. Suite à cela, Christophe s'est mis en grève de la faim pendant 9 jours. Le service médical était au courant,
car on lui amène un traitement tous les matins. Pourtant, sa grève de la faim n'a pas été enregistrée ni déclarée, car il n'a pas été admis au médical pour avoir un suivi de sa grève de la faim. Il a fallu qu'il commence une grève de la soif pour que sa grève de la faim soit considérée. Quand il a dit au chef de bâtiment qu'il allait porter plainte contre lui pour violence, celui-ci lui a dit qu'il allait porter plainte contre lui pour calomnie. Le 15 janvier, il avait rendez-vous avec le SPIP. En chemin, les surveillants lui disent qu'ils ne vont pas l'emmener et vont le ramener en cellule. Il leur dit que s'il l'empêche d'accéder à son rendez-vous, il s'entaillera le bras dans sa cellule. Il rit et le ramène en cellule. Là, il s'entaille le bras, il est conduit à l'infirmerie et on le recoue avec 17 points de suture. C'est la deuxième fois à la Talaudière qu'il est contraint à l'automutilation parce qu'il n'est pas pris en compte. Il se fait également insulter. Un surveillant lui a dit qu'il espérait qu'il allait mourir avec ses problèmes de cœur. Un autre lui a dit qu'il ne le laisserait pas aller à la cabine en le traitant de fils de pute. A l'inverse, après avoir insulté en retour, Christophe est puni par un compte-rendu d'incident qui implique des poursuites internes. Christophe est une personne qui a déjà subi et encaissé beaucoup de violences de la part de l'administration pénitentiaire, qui cherche à lui faire péter les plombs en le menaçant d'internement. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Bon, malheureusement, là, les faits que dénonce Christophe Molon, c'est des faits assez courants. Là, on en parle parce que c'est la volonté de Christophe de faire parler un peu de ce sujet. C'est un choix qu'il a fait. Je pense que c'est un choix difficile parce que en fait, il peut y avoir des conséquences derrière. Donc nous, c'est sûr qu'on soutient ce choix-là. Et du coup, on en parle, on en fait parler, on en parle autour de nous. Voilà, et donc Christophe, c'est quelqu'un qui a 41 ans, qui a déjà subi 25 ans de placard et qui a été transféré dans 47 prisons différentes. Et là, de ce qu'on lit, oui, il vit un acharnement de la part de l'administration pénitentiaire, que ce soit de la hiérarchie ou des matons. Je pense que c'est un peu difficile là. C'est que, je pense qu'il y a comme un bras de fer un peu qui s'engage où, en fait, c'est dur d'imaginer des issues et surtout des issues qui soient favorables pour Christophe Molon parce que, en fait, quand on commence là à vouloir un peu se révolter là en prison, en fait, il y a tout le système qui est contre nous et en fait, ça peut même nous suivre quand on est transféré d'une prison à l'autre. On sait qu'il y a les syndicats de matons qui communiquent entre eux. Il y a les dossiers de l'administration pénitentiaire où il y a des dossiers sur chaque prisonnier pour dire un peu les problèmes de comportement, des choses comme ça. Et donc, quand les relations, elles sont vraiment mal parties quelque part, et très souvent, elles continuent à être mal parties dans les autres prisons dans lesquelles la personne peut être transférée. Moi, j'avais vraiment le sentiment en plus que, en fait, c'est vraiment très dur la prison là et que quand on est pris dans ce truc, en fait, il y a toujours un endroit où on essaye de garder un peu de dignité, un peu de fierté et que pour moi, ça peut vite être des choses où on décide de ne pas fermer sa gueule, où on décide de ne pas céder, où on décide de tenir une position. Et en fait, ça, l'administration pénitentiaire, elle nous le fait vraiment payer. Et en fait, plus elle fait payer, plus on a envie de tenir le truc parce que on met une histoire de fierté un peu là-dedans, de dire en fait notre fierté elle est piétinée au quotidien, on est humilié un peu au quotidien et en fait c'est ce qui nous garde un peu d'amour propre de dire en fait ça j'accepte pas qu'on me traite comme ça et ça j'accepterai pas de me taire là-dessus et en fait je vais continuer à le dire mais en fait du coup l'administration pénitentiaire elle voit ça à juste titre comme une insoumission à son système. Et en fait, elle le fait payer. Et plus elle fait payer, plus ça donne besoin et envie de tenir ce truc-là. Et plus elle s'acharne en retour, c'est un cercle sans fin. Oui, je trouve que dans ce que tu dis, là, ça fait penser à ce truc qu'il est désigné comme procédurier, ce qui est quand même drôle de la part d'une administration où tout est réglé jusqu'à comment tu dois te gratter l'oreille. Et du coup, où finalement, en fait, c'est eux qui sont dans des procédures tout le temps. Et du coup, pour se défendre et pour avoir un minimum de rapport de force, il y a le truc de dire je veux que les procédures soient appliquées, je connais la loi, je demande ci, je demande ça et tout. Et du coup, ça, en fait, les prisonniers qui se défendent sur ce terrain-là, on les accuse, on les pointe d'être procéduriers et du coup
Ça montre qu'ils n'ont pas compris le système, en fait. Ces procédures, c'est contre eux, c'est pour les faire chier eux. C'est pas censé se retourner contre l'administration pénitentiaire. Je pense que c'est ça qu'on leur reproche, en fait, que l'administration pénitentiaire leur reproche. Je vois même, moi j'ai déjà eu le cas là, de vouloir donner un CD à quelqu'un qui était emprisonné. Alors c'est toute une histoire, tu peux pas l'envoyer par courrier parce qu'en fait ils acceptent pas par courrier. Ils veulent que tu le donnes pendant que tu vas à un parloir, mais du coup je suis venu au parloir avec le CD. Mais en fait c'est pas comme ça, il fallait qu'il soit dans un sac de linge. Moi c'est pas moi qui m'occupe de lui donner son linge, du coup j'avais pas de sac de linge. Et du coup il aurait fallu que j'ai un sac avec des dimensions précises, avec une fermeture éclair fermée pour mettre le CD pour qu'il l'accepte. Et sinon, il n'accepte pas. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même souvent eux qui sont les procéduriers, vraiment pour des détails bêtes, quoi. Ouais. Et dans ce truc d'acharnement, il y a aussi le fait que là, les matons et l'administration sont ses bourreaux et il est bloqué avec eux. Et le truc, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, même en cas de transfert, les syndics ils peuvent se passer le mot d'une tôle à une autre et que l'acharnement, il perdure. Et moi, ça me fait penser à Jean-Christophe Merlet quand il a été transféré à Roanne. Donc, Jean-Christophe Merlet, pour recontextualiser, c'est une personne qui était emprisonnée à Saint-Martin-de-Ré en 2016 quand Sambali Diabaté a été mis à mort par les matons, qui a été témoin d'une discussion entre les matons qui lui a permis de savoir que c'était les matons qui l'avaient tué et qui voulaient en témoigner, qui a été transféré à ce moment-là à Nantes, enfin qui a été tabassé, puis transféré à Nantes où on lui a mis la misère. À Nantes, il a continué à vouloir témoigner et à mettre en œuvre des procédures pour faire valoir le fait qu'il s'était fait tabasser, etc. Et le jour où il a été transféré à Roanne, quand il est arrivé, il y avait sur les coursives des affiches des communiqués qui avaient été faits par les amis de Jean-Christophe Merlet, qui était le collectif qui s'était monté à l'époque, et où les matons lui ont bien fait comprendre que son histoire, il la connaissait et que c'était un ennemi à leurs yeux pour cette raison-là. Carrément. Et quand il est arrivé à Nantes, du coup, la directrice de Saint-Martin-de-Ré est arrivée 6 mois plus tard et elle lui a dit clairement, en fait, tant que tu veux témoigner, tu sortiras pas. Et quand elle l'a fait transférer à Roanne, c'était auprès une sous-directrice. La directrice de Roanne, c'était une sous-directrice à elle avant, quoi. Et du coup, elle a refait passer le bébé de lui, tu me le gardes bien au chaud, quoi. Et surtout, il sortira jamais. Et en fait, c'est ce qu'on continue de lui dire aujourd'hui. Enfin, c'est ce qui lui avait été dit à l'époque. C'est ce qui lui a été dit quand il est arrivé à Roanne. Et c'est ce qu'on continue de lui dire en permanence. Sachant qu'il a d'énormes problèmes de santé et que ça donne l'impression qu'il joue la montre pour qu'il puisse jamais sortir et parler librement. Et que le jour où il sort, c'est les 2 pieds devant. C'est ses mots à lui. Désolé, hein, j'ai l'impression quand on raconte ça donne pas envie aux gens de s'opposer à l'administration pénitentiaire. C'est une réalité, hein, c'est que c'est pas des trucs faciles. Après, moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui trouvent de l'intérêt, ne serait-ce que pour le moral, pour tenir bon et tout, d'être dans un truc de pas lâcher des choses. Après, c'est sûr que au quotidien, ça peut être difficile. Je pense que c'est à chacun, chacune de trouver sa propre position là-dedans. Carrément. Peut-être ça va être l'heure de la pause musicale, puis on reprendra le sujet là juste après. Maman me répète, faire attention à mes potes. Papa me répète, respect c'est pas que dans les poches. Et moi je me répète, jamais baisser les bras. On y arrivera si dans l'équipe y'a que des bras. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les 2 têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les 2 têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. Et ma bella me dit que j'suis beau quand j'sors en haute couture française. Et ils viendront dire que j'suis faux, mais ils savent, quand j'parle j'suis censé. Tu vas regretter, yeah. Tu fais des manières, on
On veut la maille, donc fais tes bails. Rien à fêter, des fois je suis ailleurs. Des fois je suis ailleurs. Maman me répète, faire attention à mes pas. Papa me répète, respect c'est pas que dans les poches. Et moi je me répète, jamais baisser les bras. On y arrivera si dans l'équipe y'a que des bras. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les 2D. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les 2D. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. Ça fait clic clic, pas, faut pas paniquer. J'reviens du bled, la baraque au daron sera nickel. Ils font tous la cité, je les vois comme des escortes à l'hôtel. J'ai des principes même si tu vois de l'alcool dans le cocktail. Quand tu t'es de résine, ça finit sur le parisien. Viens voir où je réside, méchant mais on paraît sain. Qu'une parole on a parlé, on n'a plus rien dans la tête. Obligé de rafaler, pour éviter qu'ils parlent. Frontière tu passes la dana, ça sent la marijuana. C'est de la bonne salade, la frappe à Mohamed Salah. La fin de l'histoire est salée, tu prends 10 ans au palais. Tu repenses à tes enfants, t'as tous envie de les canner. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les 2D. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les 2D. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. Maman me répète, faire attention à mes potes. Papa me répète, respect c'est pas que dans les poches. Et moi je me répète, jamais baisser les bras. On y arrivera si dans l'équipe y'a que des bras. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. C'était Djadja et Dinaz, possédés. Et donc, on va reprendre sur les réactions sur le communiqué qui a été sorti pour Christophe Molon. Nous, en discutant, on se disait que ça a posé un autre problème qui était celui de la difficulté de produire des preuves quand on est enfermé et qu'on subit de la violence des matons. Carrément, c'est exactement ce qu'il dit dans le communiqué, quoi. À la fois, il se fait insulter et du coup, il essaie de réagir, il essaie de dire des trucs et il dit qu'il va vouloir porter plainte. Et finalement, le moment où il réagit, lui, il se prend un compte-rendu d'incident, puisque eux, ils peuvent l'accuser, et on lui dit qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance, et que du coup, personne n'a rien vu, et voilà, exactement la même chose que quand il y a des abus policiers, on se fait contrôler, on leur dit qu'ils parlent mal, et eux, ils n'ont jamais rien vu, ils n'ont jamais rien entendu. Après, c'est le côté très corporatiste de ces institutions-là, qui se couvrent en permanence entre eux, et qui font... qui se présentent toujours comme les victimes à la finale. Oui, puis on en revient au fait que la prison, c'est vraiment un endroit qui est opaque et que les pires atrocités peuvent se passer à l'abri des regards. Et en fait, il y a pas de moyen de le faire savoir à l'extérieur. Les courriers qu'on envoie, ils peuvent être lus et on peut subir des représailles si on n'a pas dit des bonnes choses dedans. C'est difficile et courageux là, de témoigner sur ce qui se passe en prison. Moi, ça me donnait envie de partager des conseils des avocats de l'A3D, qui est l'Association pour la défense des droits des détenus, qui avait, au moment où il y avait un gros rapport qui avait été sorti par l'OIP, il me semble, sur les violences carcérales, ils avaient fait une petite formation pour faire circuler un peu les moyens de disposer d'un maximum de preuves en cas de violence de la part de matons, si jamais on voulait faire un recours juridique pour faire valoir ces violences.
Et donc, c'est bien sûr des conseils qui sont adressés soit aux personnes qui sont victimes de violences de ces matons, soit des témoins de ces violences. Et du coup, la liste des conseils, c'est en premier lieu de choper le matricule du ou des matons si, s'ils en ont, enfin s'ils sont affichés. De retenir les noms aussi des matons si on les connaît. Sinon, si on ne sait rien de tout ça, de retenir des informations sur le nombre qu'ils étaient, la description de l'équipe et également sur les lieux, le bâtiment, quelles cellules, d'essayer de repérer s'il y a des caméras et d'essayer de se souvenir s'il y a des codétenus qui ont pu être témoins, soit oculaires, soit auditifs de l'agression. Et si on a accès à un service médical qui n'est pas complaisant avec l'administration pénitentiaire, de leur demander de faire un certificat, des violences qu'ils constatent, enfin des marques de violence qu'ils constatent et de l'adresser à l'extérieur, à un avocat ou à un proche pour que ce certificat, il soit gardé par une personne de confiance. Voilà, donc ces conseils, ils ont rien d'idéal parce que souvent ils sont irréalisables, mais d'avoir, l'ensemble en tête, ça peut permettre à des moments de, mis bout à bout, d'obtenir des reconstitutions ou des bouts de preuves. Mmh. Et puis, quand il y a des abus à l'intérieur et notamment, dans les cas de prisonniers qui sont tués par, des matons, ça me fait penser, à Zamani Derni notamment qui a été tué à Nantes là en février 2000. Lui, c'est parce qu'il y avait un autre prisonnier qui avait été témoin que la famille a pu être au courant. Par contre, ce prisonnier-là, n'est jamais sorti. Enfin, en fait, il est décédé en détention en 2014, 14 ans après la mort de Zamani et voilà, il a été gardé à l'intérieur, mais en même temps, c'est bien parce qu'il y a des gens qui témoignent à un moment et que ça se sait à l'intérieur de la tôle et entre les prisonniers et que du coup, des fois, ça arrive à ressortir au niveau des familles que les histoires avancent. Et c'est la même chose pour Idir Médérès qui a été tué à Corba en septembre 2020 et pareil, c'est un de ces codés du mitard qui a pu raconter et disons qu'en fait, ça permet au moins aux familles de savoir la vérité. Après, ça pourrait ouvrir à un procès, à un dédommagement, des trucs comme ça, sachant que l'administration n'a pas intérêt à faire ça, donc va toujours empêcher que cette parole-là sorte. D'ailleurs, le codé de Idir, il avait été transféré immédiatement. Oui, il y a vraiment une grande pression qui est mise en place par l'administration pénitentiaire pour les gens qui peuvent être témoins. Ça se passerait à l'extérieur. Bon, peut-être de la part des policiers, ça passerait, mais de la part de vous ou de moi, c'est de la subrogatisation de témoins, de l'intimidation de témoins. Ça pourrait valoir des poursuites graves si c'était nous qui le faisions, quoi. Ouais. On voulait faire un dernier point aussi sur... ou tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Non, oui, je voulais enchaîner sur le fait que dans le communiqué, Christophe on nous informe qu'il est en grève de la faim et que pour faire valoir sa grève de la faim, il a dû se mettre en grève de la soif et qu'il a fini par s'automutiler. Et donc, moi, ça me faisait penser au thème qu'on a abordé il y a 15 jours dans l'émission sur la difficulté d'avoir des moyens de pression depuis l'intérieur et de faire valoir ces enjeux depuis l'intérieur. Et du coup, que ça amène à des modalités d'action qui sont violentes contre soi-même. Et même sans parler de pression, même rien que des moyens pour faire parler de son histoire à l'extérieur de la prison, c'est très difficile à chaque fois. Moi, vraiment, là, ça me touche en fait de voir que les violences qui sont commises par l'administration pénitentiaire ou par les membres de l'administration pénitentiaire, en fait, elles sont pas assumées. Et du coup, je trouve que ça fait une difficulté supplémentaire. C'est comme s'il y a une omerta à l'échelle globale dans la société, où en fait, il y a une injonction au silence. Il n'y a pas le droit de parler de ces choses-là. Les gens qui violent cette interdiction de silence, en fait, ils risquent d'avoir des grosses conséquences pour eux derrière. Et il y a une amnésie aussi, que même quand il y a des histoires qui sortent, en fait, elles sont aussitôt oubliées. Moi, ça me fait penser aussi dans les tribunaux. Je trouve que c'est vraiment la même chose. En fait, quand il y a des policiers qui témoignent contre quelqu'un en disant cette personne, elle a fait des outrages et je demande 400 € pour finir mon mois en beauté, on leur donne sans problème et jamais la parole des policiers elle est mise en doute, même si en fait ça arrive dans des affaires où en fait il y a des preuves vidéo
et où on voit que le policier a menti. Une fois à Nantes, comme ça, c'était un commissaire qui avait fait des fausses déclarations, un faux procès-verbal. C'était sorti dans les journaux. Les personnes, elles avaient été acquittées du coup parce qu'elles étaient accusées sous des fausses accusations et la caméra avait montré que c'était faux. Mais en fait, le lendemain, ce même commissaire, il pouvait refaire des témoignages auprès de la justice et les magistrats avaient déjà oublié et ils étaient prêts à dire mais monsieur ou madame, un policier, vous avez vu, vous insinuerez que le policier ment avec vraiment l'aplomb de se dire mais en fait c'est inconcevable que dans la République française, un policier peut mentir. Et en fait, même quand les magistrats sont confrontés au cas où ça arrive, et ben, il y a je sais pas, un mensonge ou une amnésie ou tout ça, et le lendemain, ils sont déjà convaincus que c'est complètement impossible. Je parle de ça pour faire le lien avec dans la prison, parce que en fait, moi, j'ai beaucoup moins accès à ce qui se passe au prétoire, mais en fait, il n'y a pas de raison que ça puisse changer, que ça puisse être différent. C'est en fait le système, il a même pas le système pénitentiaire, il a même pas le courage d'assumer la violence qu'il fait. Il pourrait le faire, il pourrait dire bah ouais, toi, tu as été condamné pour violence et c'est pas bien. Nous, on fait des violences, mais nous, c'est bien parce que c'est pour préserver l'ordre, c'est pour préserver le capitalisme, c'est pour préserver notre belle société française. Et du coup, tu as mérité les violences. Et du coup, oui, on a fait des violences contre toi et c'est bien normal. Bah oui, mais le vernis démocratique dans tout ça. Bah oui, mais moi, je trouve un minimum d'honnêteté, quoi. Au moins reconnaître les faits. En fait, là, dans l'histoire de Christophe, bah, tout semble montrer que, en fait, les matons qui étaient présents au moment de l'altercation, qui l'ont poussé, en fait, ça leur coûterait pas grand-chose de dire oui, je l'ai poussé, machin, c'était un petit con, il m'a fait chier. Mais ils disent mais non, comment ça pousser? Mais jamais c'est arrivé. Mais comment peut-il oser dire des choses comme ça? Bah tiens, je vais lui mettre un compte-rendu d'incident pour avoir tenu des propos calomnieux. Parce que vraiment, jamais, moi j'ai horreur de la violence, jamais j'aurais poussé quelqu'un. Et en fait, il y a une espèce d'hypocrisie où, en fait, même à tous les échelons de l'administration pénitentiaire, en fait, ils sont prêts dans un truc un peu cynique. Je sais même pas s'il y a une pointe d'ironie dans leur voix quand ils disent ça, mais en fait, la direction de l'administration pénitentiaire dit ah, mais vraiment, non, mais il y avait rien sur les caméras. Puis d'ailleurs, ça s'est effacé, voilà. Et ça prouve bien qu'il y avait rien, voilà. Mais en fait, ils reconnaissent même pas qu'ils ont volontairement effacé parce que en fait, ça allait pas dans leur sens. En fait, enfin, peut-être je tourne en boucle et peut-être en fait c'est juste l'évidence, mais c'est cette hypocrisie-là que en fait j'ai du mal à comprendre. En fait, ils sont tout le temps à nier. En fait, ça me fait penser à ce que j'ai entendu aussi dans l'émission de l'Envolée. Là, il parlait des commissions nationales d'évaluation. Là, c'est des endroits où les prisonniers sont évalués pour voir où est-ce qu'on va les orienter, vers quel centre de détention et tout ça. Et on leur demande de reconnaître la peine, d'adhérer à leur peine. On leur demande, bah, en fait, est-ce que tu comprends pourquoi tu es enfermé comme ça? Est-ce que tu reconnais que tu as été un sale con et puis que c'est bien fait pour toi que tu sois enfermé comme ça? Et en fait, les gens, pour montrer leur réinsertion, ils sont obligés de s'humilier un peu, de baisser un peu la tête et de dire oui, merci vraiment de m'enfermer, je le méritais, c'est ça qui est important. Et quand un maton vient leur faire des violences ou les insulter, eh ben, en fait, ils ont l'injonction à taire ça, à faire comme si ça n'avait pas existé. Parce qu'en fait, s'ils font remarquer que ça existait, bah, ça montre qu'ils n'essayent pas de se réinsérer, qu'ils n'ont pas compris leur place de soumission auquel on les astreint dans ce système-là. Et du coup, ils prennent encore plus cher. Et du coup, bah, en fait, tout le système, il va venir comme décrédibiliser la version du prisonnier, même pour des faits où toutes les personnes impliquées étaient présentes à la fois, quand il y avait un personnel de la direction, quand il y avait un surveillant et quand il y avait ce prisonnier-là, ils étaient ensemble au moment où ça s'est passé. Et après, eh ben, ça peut être complètement nié en disant mais non, mais tu inventes, ça s'est jamais arrivé, ça s'est jamais passé. Moi, ça m'a fait faire un parallèle. Alors peut-être que c'est abusif ou je sais pas quoi, mais avec la notion, c'est une notion anglo-saxonne, là, le gaslighting. C'est quelque chose qui peut vraiment produire des dommages psychologiques sur du long terme. J'ai du mal à le définir un peu. Je vais reprendre des trucs que j'ai vus sur Wikipédia qui décrivent un peu les différentes techniques du gaslighting. C'est nier les faits, même si la victime a vu ou entendu quelque chose, l'abuseur nie catégoriquement pour le faire douter.
minimiser les émotions, ridiculiser ou invalider les sentiments de la victime. Par exemple, si tu dis à la victime tu t'es cru dans un hôtel 4 étoiles, t'as bien mérité d'être là, c'est bien fait pour toi. Isoler la victime, projeter la faute, accuser à tort la victime d'être responsable de ce qui se passe ou d'inventer des problèmes, dévaloriser. L'abuseur peut ridiculiser les émotions de la victime en disant des phrases telles que « tu exagères, tu es trop sensible » pour amener la victime à remettre en question ses réactions et se sentir coupable de ses émotions, minimiser les faits, déformer la réalité en modifiant les détails d'une situation pour la faire apparaître différente, ce qui sème la confusion chez la victime. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est... Oui. Oui, non, c'est juste pour repréciser. Normalement, en fait, du coup, ça, c'est une grille d'analyse qui permet de montrer, de souligner l'emprise dans une relation abusive. Donc là, bien sûr, on sait que l'administration pénitentiaire a de l'emprise, une emprise totale, en fait, sur la vie des gens qui sont enfermés. Mais en même temps, c'est vrai que ça permet de mettre en lumière aussi des mécanismes quoi, et des façons de discréditer les gens, de discréditer la parole des gens et de rendre fou aussi. Bah oui, je pense que les dommages psychologiques ils peuvent être vraiment forts sur le long terme quand c'est quelque chose qui est répété, quand tu es dans un environnement où toute la structure et l'autorité de la structure te répètent tout le temps que vraiment tu mérites ce qui t'arrive, que tu inventes ce qui t'arrive, que tu es en train de créer des histoires sur des trucs qui vaut vraiment pas la peine. C'est sûr que ça crée des dommages sur du long terme, quoi. Et d'ailleurs, je trouve, pour boucler la boucle, que c'est un peu ce que l'administration cherche à faire avec Christophe, dans le sens où il le menace de l'interner dans une unité pénitentiaire psychiatrique. Et on sait que ces unités-là, en fait, c'est des mouroirs. Enfin, c'est des endroits où, en fait, les prisonniers, au bout d'un moment, ils peuvent plus sortir. Enfin, en tout cas, c'est sur la décision d'un juge ou d'une autre autorité, en tout cas. Et que, du coup, il y a des tractations pour empêcher les gens de sortir. Et du coup, c'est aussi une condamnation au silence total, quoi. Enfin, déjà, la prison, on n'entend pas beaucoup parler et c'est éloigné de tout. Mais ces unités-là, franchement, on a très, très peu d'éléments là-dessus. Bon, en tout cas, on en espère que pour Christophe, les choses elles vont prendre une meilleure tournure, que le fait qu'il y ait eu des appels vers la talaudière permettra à la paix de se calmer un peu sur sa gueule et que ça va aller pour lui. Il nous entend sûrement pas, mais on lui souhaite plein de force. Et on va écouter Sosomanes SS. Les bons meutes, Lune, Le Pontet, la Farlette, Fresnes, Corba, Nice, Montpellier, toutes les prisons de France. Faites péter. Je suis libérable, c'est un soir maintenant qui fait des flexions. Sois raisonnable, la tôle n'est pas encore à ton daron. Ce morceau c'est pour les SS qui font les choses sans dédain. Mon Dieu, si je te croise dans ma tête, ça risquerait de faire bang bang bang. SS t'as pas honte, tu bouffes la gamelle. J'ai ma feuille de compte et mon iPhone 6 dans les semelles. La tôle une passoire, bientôt vous aussi. Dans la bouche pas de rasoir, j'ai un 12e pote de Russie. Promenade, parloir, garage, flexion, drapeau, mission. La tôle elle est sous tension. Coursive, prétoire, refus de permission. Jana, traction. La tôle elle est sous tension. SS, ouvre la porte. SS, tourne la clé. 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 Ce matin c'est une pute, il est bon qu'à regarder des buts. Son métier c'est de la merde et dans son compte n'a pas de fric. Poto réveille-toi, change de boulot. J'suis en féfé au check-out, j'bois du dompé au boulot. J'reçois ta paye en pécule, toute la journée je touche tes testicules. J'suis mieux que toi en cellule, à une ASS je fais prendre la pilule. Manette en pommette, ma peine sur un pied. Vous avez pris perpète, j'ai fait des billets. Promenade, parloir, garage, flexion, drapeau, mission. La tôle elle est sous tension. Coursive, prétoire, refus de permission. Jana, traction. La tôle elle est sous tension. SS, ouvre la porte. SS, tourne la clé. 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 Surveillant, s'il vous plaît. À la V0
pas venir? Ah, c'est comme ça. Surveillant. Et va niquer tes Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Voilà, donc on vient d'écouter Sosomanes SS. Et désolé pour les insultes contre les prostituées, hein, on n'a rien contre les prostituées. Ni contre les gens qui matent des bites. Ouais. Du coup, l'actualité de cette semaine à Nantes, c'est des opérations policières massives pour arrêter des étrangers. C'est une opération qui a été décidée directement par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et dans un premier temps, il a assumé vraiment que c'était pour arrêter des étrangers en situation irrégulière. Après, il est un peu revenu dessus, un peu nuancé en disant oui, non, mais c'était aussi pour le trafic de stupéfiants, les cigarettes. Mais dans les faits, ça a été vraiment une opération pour essayer de contrôler, d'arrêter le plus d'étrangers possible. Donc, en faisant des contrôles au faciès, hein, ils contrôlent des gens en pensant que c'est des étrangers, mais des fois, c'est des Français juste qui sont racisés. Donc, le fait qu'ils ne soient pas blancs, ça permet tout de suite un contrôle et ça permet de fouiller les gens, des fois de manière assez forte, quoi, enfin assez humiliante. Musclé. Et suite à cette opération, ils ont arrêté 12 personnes en situation irrégulière. Et ils avaient prévu apparemment à l'avance, ils avaient libéré des places en centre de rétention. Et ils ont amené toutes ces personnes en centre de rétention, une partie à Rennes et une partie à Olivet, donc c'est à Orléans, c'est le centre de rétention d'Orléans. Je ne sais pas, j'imagine dans des fourgons de police ou dans des cars. C'est à Olivet, c'est à 350 km d'ici, il y a 3h30 de voiture. Donc j'imagine que ça doit faire de la route. Enfin, je ne sais pas où sont les personnes maintenant, dans quel état elles sont, enfin, est-ce que le moral ça va. J'imagine que ça doit être bizarre là, de faire sa journée ordinaire à Nantes, d'être en train de faire ses courses, de faire son emploi du temps de la journée. Et puis là, d'être arrêté, puis de partir directement à 350 km pour être enfermé dans un CRA et peut-être enfermé pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et du coup, il y a 12 personnes qui ont été déférées au CRA, mais il y a 30 personnes en tout qui ont été arrêtées quand même, enfin qui ont été conduites en garde à vue. Du coup, ça veut dire potentiellement encore des OQTF, des assignations à résidence. Enfin, ça, on n'a pas d'infos là-dessus, quoi. Le commissariat ne communique pas aussi précisément que ça. Mais en tout cas, c'était pour dire il y avait ces 12 personnes, mais qui font partie d'un groupe de 30 qui ont été emmenés, quoi. Ouais. Et puis, on ne connaît pas leur nom. Enfin, je pense que quand on apprend ça, on commence toujours par avoir une petite pensée égoïste, à se dire mince, j'espère que c'est pas quelqu'un que je connais. En fait, là, on n'a pas plus d'infos et en fait, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait, je sais pas, une association ou quelque chose là qui fasse un peu le suivi, qui regarde c'est quoi le devenir de ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être renvoyées vers des pays en guerre, ce qui est complètement interdit normalement, mais ce qui est dénoncé régulièrement par les associations? Mais en guerre ou pas en guerre, en Ouais. fait, à partir du moment, c'est aussi les gens, ils décident d'être là et, Oui. et du coup, ce truc de nier la volonté. Non, mais je sais pas, c'est. Oui, non, mais moi je parle pour tout le monde, mais en fait, ça me touche quand même de savoir que des gens peuvent être balancés au milieu d'une guerre. J'ai pas dit que c'était normal et que c'était bien dans les autres cas, en fait. Mais... Non, je te prêtais pas ces propos-là. C'était plutôt de dire, en fait, quoi qu'il arrive, juste de tèche des gens comme ça et de décider à la place des gens, quand on sait la galère que c'est de venir ici. Et puis même d'essayer de s'imaginer, quoi, que hop, du jour au lendemain, une autorité au-dessus de nous peut décider où est-ce qu'on va vivre, comment on va vivre, peu importe les raisons pour lesquelles on a quitté, peu importe c'est quoi ce qu'on est en train de construire ici, peu importe, quoi. Bah oui, d'ailleurs, Bruno Retailleau a fait une circulaire qu'il a envoyée à toutes les préfectures là, par rapport aux demandes de régularisation par rapport au travail. Donc, c'était le grand projet de la loi Darmanin. Et il a envoyé à tout le monde en disant en vrai, si les gens, ça fait
juste quelques années qu'ils sont là, les régularisez pas vraiment, ça doit vraiment rester exceptionnel. Comme critère, moi je dis ça comme ça, mais 7 ans, ça paraît un bon critère d'intégration. Donc sous-entendu, les gens qui sont là depuis moins de 7 ans, même s'ils travaillent depuis plus de 2 ans, c'est pas la peine de les régulariser, ça doit vraiment rester quelque chose d'exceptionnel. Du coup, il y a des gens qui viennent travailler de manière illégale pour des salaires qui sont beaucoup en dessous du salaire légal. Et en fait, ils travaillent dans des métiers en tension depuis 2 ans. Mais si ça fait pas 7 ans qu'ils sont en France, ce serait leur donner un trop grand cadeau de leur donner des papiers pour qu'ils aient les mêmes droits que les autres. En fait, c'est vraiment la volonté de garder une partie de la population qui a des sous-droits et qui doit continuer à travailler dans les pires travails et jamais être reconnu. Bon, je pense qu'il faudra qu'on fasse encore d'autres sujets sur qu'est-ce que ça veut dire la montée du fascisme et aussi comment nous on peut réagir parce qu'en fait je pense que ça suffit pas de réagir quand il y a une personnalité du RN qui vient en visite dans le département, mais quand il y a des rafles comme ça où en fait il y a une vraie chasse aux migrants qui se font sur des critères de leur apparence physique, je pense que ça vaudrait le coup de réagir aussi. Ouais, voilà. Et puis ce que produit cette annonce ou je sais pas quoi, c'est que il y a 10 fois plus de contrôles de keufs sur Nantes, dans le centre, mais pas que dans le centre, en périphérie, j'en ai vu aussi. Et que quelle que soit la raison d'un contrôle de keuf, c'est toujours pour produire de la répression et mettre la pression sur une certaine catégorie de personnes. Et du coup, moi, j'avais envie aussi de faire un peu un appel à solidarité, que quand on a des papiers, pas de couteau sur nous, pas de shit sur nous, enfin, qu'en fait, on est en mesure de se confronter un peu à la police sans se retrouver en garde à vue, pas hésiter à aller se mettre un peu entre les gens et les keufs, ou en tout cas à rôder autour et à se sentir concerné, à le montrer, pour rendre plus compliqué le travail de la police. Carrément. Et pour faire une petite transition avec la fin de l'émission, à savoir l'agenda, là, ce qui se passe, enfin, le fait que les flics libèrent une vingtaine de places dans des CRA et du coup se permettent de contrôler et arrêter plus de gens derrière, c'est ce qui nous pend au nez à Nantes avec le projet de CRA. En fait, là, c'est 20 on parlait de 20 places. Avec le CRA, ça fait 140 places. Donc du coup, faudra le remplir la première fois. Donc là, ça risque de faire des contrôles massifs. Et ensuite, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un est libéré, quelqu'un peut être enfermé à sa place. Voilà. Et du coup, d'où la nécessité de lutter contre le CRA. Et il se trouve que samedi prochain, donc dans une semaine, le 1er février, il y a le rassemblement anti-CRA à 15h au Miroir d'eau. Le but du jeu, c'est déjà d'être là dans la rue, de montrer qu'on est là, qu'on est concerné, qu'on est contre le fait qu'il y ait l'implantation d'une nouvelle prison à Nantes, et qui plus est une prison pour enfermer des étrangers. Et vas-y. Ouais, vraiment, venez tous là, lâchez vos radios, lâchez Prune et tout. Bon, vous avez le temps, c'est dans 8 jours. Mais dans 8 jours, je vous donne rendez-vous. On se retrouve à 14h au Miroir d'eau pour lutter contre le projet de centre de rétention. Samedi 1er février, 14h, Miroir d'eau. Yes. Et sinon, dans l'agenda, il y a demain, il y a une manif pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Mais en tout cas, c'est à 15h au Miroir d'eau. Et le but du jeu, c'est de montrer qu'il y a des gens derrière lui. Et dans le contexte là où il y a eu quand même beaucoup de prisonniers libérés en échange des prisonniers faits par la coalition palestinienne à Gaza. Il y a plus d'1 millier de gens qui sont libérés. Mais lui, en France, il reste encore après 40 ans de détention. Voilà. Est-ce que j'oublie? Je crois que j'oublie un truc dans l'agenda, mais je ne retrouve pas. Je ne crois pas, non. Libérer Georges Ibrahim Abdallah, libérer tous les prisonniers, libérer toutes les prisonnières. Friluna. Crève la tôle. Friluna, il y a un appel spécial sur Luna aussi. Ouais, on en reparlera bientôt. Oui. Et donc, pour nous contacter, puisqu'on va rendre l'antenne jusqu'à la semaine prochaine, c'est toujours le 07 82 98 43 59. Et évidemment, on est prêt à entretenir de la correspondance. Et pour nous écrire, c'est par courrier, la poste, à B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Au revoir, on se retrouve. Et on voulait dire qu'on avait une chaîne YouTube.
Oui, Voilà, si jamais. vous pouvez nous retrouver sur YouTube Nous réécouter aussi. sur YouTube. Ça permet aussi peut-être plus facilement de laisser des commentaires si vous voulez réagir à certaines choses. Voilà. Bon, sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.